Bonjour à tous et à toutes, c'est Mtor, bienvenue sur la chaîne Ozone 2000. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer le docteur Anne Lucas, docteur en pharmacie, spécialiste en micronutrition et en santé métabolique. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des futures interviews à venir. Allez, c'est parti. Bonjour Anne. Hello Mtor. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ravie d'être ici, chez vous, c'est super sympa, merci de m'accueillir. On est hyper heureux de t'accueillir ici, j'avais vraiment à cœur de t'inviter parce que voilà, on échange de manière, dans le privé, dans le professionnel aussi, pour certains projets, et c'était vraiment important pour moi pour que, de te présenter vraiment à cette communauté Ozone 2000 qui avait vraiment grand intérêt à savoir qui tu es, puisque tu as une vision assez particulière, assez propre de la santé fonctionnelle. Tu es toi-même aussi formatrice dans des diplômes universitaires ou formatrice aussi de manière privée. J'avais déjà une première question parce qu'on parle souvent de sujets au niveau des thérapeutes. Voilà, on parle de santé métabolique, mais on parle jamais réellement du thérapeute en lui-même. Et je voudrais que tu te présentes, savoir qui tu es, comment tu en es venu à être Anne Lucas aujourd'hui. Voilà, présente-toi. Ok, bah déjà merci encore une fois de me recevoir, je suis ravie. Je viens quand même de l'île Maurice, faut le dire que j'ai fait 11 heures de vol, j'ai pris un train et me voilà ici en Belgique. Et j'ai grandi dans l'univers de la médecine allopathique avec un papa médecin, un entourage très très classique, parcours classique de médecine allopathique, pharmacie, médicaments. Et donc ça a été assez évident pour moi de faire mes études dans ce domaine. Parce que j'étais passionnée par la biochimie, la chimie organique, la biologie cellulaire. Donc, je suis allée faire mes études à Toulouse, à la fac de pharmacie de Toulouse. Et une fois que j'ai eu fini mes études, donc je suis rentrée à La Réunion. J'ai commencé à exercer en officine. Et il faut dire que l'officine, c'est un bel endroit pour découvrir la micronutrition, pour faire ses premiers pas dans l'univers de la micronutrition. Et j'ai commencé à faire quelques allers-retours sur la métropole, à Dijon notamment. C'est là qu'il y avait vraiment le plus gros pôle de formation de micronutrition. J'ai fait quelques allers-retours comme ça. Et puis en 2015, donc il y a à peu près 10 ans, je suis toute jeune, je me suis dit, bon, je crois que j'ai fait le tour de l'officine. Et puis, je me suis dit, allez, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai quand même fait des études qui m'ont permis d'avoir ces connaissances, ces bases scientifiques solides pour pouvoir aller plus loin. J'avais envie de me servir de ces connaissances pour vraiment... c'était peut-être un petit peu présomptueux de ma part de dire ça, mais j'avais envie de porter ma pierre à l'édifice de la micronutrition. Et du coup, j'ai décidé de retourner en métropole. Donc, je suis arrivée avec mes petites valises à Paris et c'est là que j'ai commencé, j'ai enchaîné les DU. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours, comme je pense beaucoup d'entre nous, le professeur Vincent Castronovo, dans le cadre de son cycle de formation privée. J'ai fait son université de base et puis on a bien accroché et c'est là qu'il a commencé à m'intégrer dans différents projets. Et c'est là que j'ai aussi découvert cette capacité que j'avais à transmettre l'information, à rendre un concept complexe accessible à tous. Donc voilà, j'ai développé cette fibre un peu la pédagogie et ça m'a beaucoup plu. Et donc comme j'ai eu cette opportunité via le professeur Castronovo d'intégrer à l'époque, on appelait ça la BIP School avec le laboratoire l'INSEM Benex. Donc voilà, on a commencé à faire des petites sessions sur Paris où on formait les médecins, les pros de santé à la biologie fonctionnelle. Et puis, j'ai intégré le diplôme universitaire MAPS à ses côtés. Moi, j'avais fait partie de la première promotion en 2019. En 2020, donc ça faisait 5 ans déjà que j'étais sur Paris. Je pense que j'avais déjà fait ma petite place. On est rentré à La Réunion avec mon conjoint et à la base, on devait rentrer pour 3 mois, le temps que notre fils naisse et puis revenir sur Paris. Mais bon, avoir un enfant, toi, tu n'en as pas encore, mais ça chamboule toute une vie. Ouais, j'imagine. Donc, on n'est jamais rentré. On est resté à La Réunion et j'ai eu un peu peur. C'était période Covid et je me suis dit, oh là là, je vais rentrer à La Réunion. Pour le boulot, ça va être compliqué. J'ai réussi à me faire ma place, mais ça reste quand même très jeune ce que j'ai réussi à construire. Donc du coup, j'ai travaillé, j'ai redoublé d'efforts en me disant non, on va pas m'oublier. Je suis à La Réunion, mais ce qui était bien, c'est qu'avec le Covid, on a appris à développer le e-learning, le distanciel. C'est vraiment rentré dans les
dans les mœurs finalement, que ce soit pour la consultation ou pour les formations, tout se faisait à distance. Mais donc c'est là que tu as commencé à intégrer tes formations. Exactement. Okay. En 2021, c'est là que je me suis dit, bon écoute, je pense que tu as fait tes preuves, les retours sont super bons sur ta capacité à transmettre. Et donc en 2021, j'ai sorti ma première formation sur la santé métabolique, bien entendu, elle est toujours disponible, cette formation, elle a plus de 5 ans, et on continue à la vendre encore aujourd'hui, donc elle est toujours d'actualité. Et ça m'a donné cette liberté de pouvoir aborder les thèmes que je souhaitais, de la manière dont je le souhaitais, et de pouvoir aussi apporter des solutions pratico-pratiques, même si on revient toujours sur la physiologie, la biochimie. Mais l'idée, c'était aussi d'apporter du pratico-pratique, d'apporter du concret. Et j'ai adoré faire ça. Donc, à la base, je le faisais en classe virtuelle. Et puis, j'ai eu un deuxième enfant. Et là, je me suis dit, wow, ça commence à devenir compliqué de faire des journées de 8 heures. En classe virtuelle. Voilà. Donc, du coup, on a complètement basculé en e-learning en 2023, où aujourd'hui, effectivement, l'ensemble de nos formations est en e-learning. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Hein. Je conçois, en tout cas, ça avait beaucoup d'avantages pour moi. Pourquoi la santé métabolique? Pourquoi tu t'es intéressée à ça déjà en pharmacie? Ouais, il y a déjà... En fait, il faut savoir que je m'intéresse à la santé métabolique, avant même que je sache que ça s'appelle santé métabolique, depuis le début de mes études. Et même un moment où j'ai pensé... arrêter pharma, retourner en médecine, faire endocrino, enfin voilà, j'ai eu plein de questionnements comme ça. Et je pense que comme beaucoup de pros de santé et non pros de santé, on s'intéresse tout particulièrement à une sphère quand on est touché particulièrement par le trouble en question. Alors moi, j'ai jamais souffert de surpoids ou d'obésité, mais dans ma famille, notamment ma famille paternelle, il y a beaucoup de problématiques cardio-métaboliques. À La Réunion, il y a beaucoup de problématiques cardio-métaboliques de manière générale. Il y a une explosion du surpoids et de l'obésité et des troubles métaboliques dès le plus jeune âge. Donc, c'est comme ça que je m'y suis intéressée, essayer de comprendre un petit peu comment pouvoir réellement prendre en charge le surpoids, l'obésité, le syndrome métabolique, le diabète de type 2. Ça m'a intéressée, je pense, depuis ma vingtaine d'années. Et j'ai vu évoluer d'ailleurs les différentes stratégies. J'ai moi-même évolué dans les recommandations et c'est ça que je trouve super sympa. C'est assez marrant que tu dises qu'à La Réunion, il y a beaucoup de problèmes de santé cardio-métabolique, etc. Est-ce que tu as su corréler, parce que toi, tu as vécu à La Réunion toute ta vie, durant ton enfance, est-ce qu'il y a vraiment des causes bien identifiées qui corrèlent ces problèmes de santé cardio-métabolique? C'est quoi ces causes? Il y en a 2 principales. Okay. L'alimentation. Le fait que, par exemple, nous, à La Réunion, nos produits laitiers sont plus sucrés que ceux qui viennent de France. Donc, le modèle alimentaire, avec les fast-foods qui sont arrivés, les boissons sucrées à La Réunion. Je vais le dire, à La Réunion, on a une boisson, ça s'appelle la limonade Côte. Comment vous dire que vous buvez ça et vous voyez, il y a des enfants de 4-5 ans, le matin, ils boivent ça. C'est limonade, là, c'est pas possible. Et puis, il y a la sédentarité. Voilà. L'alimentation réunionnaise, qui est à base de riz, il faut le savoir. On peut manger du riz matin, midi et soir. Elle était particulièrement adaptée pour le travailleur, celui qui allait dans le champ de canne, qui avait une activité physique énorme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est hyper sédentaire. Donc, ce sont les 2 facteurs qui, pour moi, ont entraîné cette épidémie de surpoids et d'obésité. L'alimentation et la sédentarité. Ouais. Et donc, du coup... quelles ont été vraiment tes influences? Quelles ont été tes lectures? Ou comment tu as construit cette prise en charge de santé fonctionnelle autour des troubles métaboliques? Alors, comme je te disais, moi, j'ai suivi pas mal, tout évolue, hein, la connaissance, rien n'est gravé, figé dans le marbre. Et justement, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est savoir remettre en cause ce que l'on pense aujourd'hui comme étant vrai et pouvoir évoluer. Et donc, j'ai commencé par les approches du professeur Jean-Robert Appin. Donc ça, c'était il y a 15 ans à peu près, avec tous ces concepts de chronobiologie de la nutrition. Il y avait le docteur Delabo qui a créé la chrononutrition, donc cette espèce de régime qui était un peu déguisé, qui était hypocalorique au final, mais basé sur ces concepts de chronobiologie de la nutrition. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup suivi, que je continue encore un peu à mettre en place, notamment quand associé aux troubles métaboliques, tu as des troubles de l'humeur. Et puis ensuite, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se faisait aux États-Unis et avec ce changement de paradigme autour de, en fait, le trouble métabolique, avant d'être une dérégulation de la glycémie, c'est une problématique d'hyperinsulinisme chronique. Et là, moi, mes deux mentors, on peut dire aujourd'hui en santé métabolique, c'est le professeur Benjamin Bikman et le docteur Jason Fung. C'est vraiment les 2 auteurs que j'aime beaucoup écouter, dont je m'inspire beaucoup. Mais enfin, aux États-Unis, ils sont très nombreux j'aime Feldman est génial, Nick Norwitz est génial aussi. Il y a beaucoup d'Agostino. Bon, je peux en citer vraiment beaucoup, mais je dirais que les 2 que je trouve très accessibles, notamment
que le grand public peut écouter assez facilement. Et en plus, ils produisent beaucoup de contenu de qualité sur les réseaux sociaux. C'est Fung et Beekman. Ouais, et c'est intéressant d'avoir vraiment ces influences parce qu'en fait, si tu veux, c'est clair que même s'il y a des précurseurs dans un domaine de la santé, parfois il y a souvent une vision un petit peu extrême aussi, assez un parti pris, mais il y a toujours des éléments très intéressants à identifier chez eux parce qu'ils sont vraiment à la base de tout courant en fait au final. Et je pense que pouvoir s'en inspirer, il y a vraiment des éléments qui sont vraiment intéressants. Moi, je trouve que la chrononutrition, tout basé là-dessus, c'est pas forcément une bonne idée de manière générale, mais par contre, c'est quand même assez intelligent comme raisonnement, je trouve. Tout à fait. Et pouvoir intégrer des influences des uns et des autres, ça permet d'avoir une bonne prise en charge. Et en fait, on parle de santé métabolique, on parle des troubles métaboliques. Est-ce que tu peux expliquer à la communauté Ozone 1000 ce qu'est un syndrome métabolique? Bien sûr. Alors, le syndrome métabolique, je l'explique à nos étudiants au MAPS. D'ailleurs, c'est souvent une question tuyau. Comment définit-on un syndrome métabolique? Et le premier critère diagnostique, souvent, je dis, mais arrêtez avec la balance. La balance l'IMC est un mauvais critère, en tout cas un critère qu'on peut utiliser, qu'on peut garder en tête, mais qui a de nombreuses limites. Et pour le premier critère du syndrome métabolique, c'est le tour de taille. Donc, avec un simple mètre ruban, on est capable d'identifier un premier marqueur qui permet de mettre en avant l'instauration d'un trouble métabolique. Donc, l'augmentation du périmètre abdominal est le premier marqueur du syndrome métabolique. Et on va coupler à ça des marqueurs biologiques, notamment donc la glycémie, une élévation de la glycémie au-dessus de 1 gramme par litre, une hypertriglycéridémie supérieure à 1,5 g par litre, une diminution du taux de HDL, donc là c'est genré pour l'homme et pour la femme, 0,4 et 0,5. Et on a un dernier critère qui est celui de soit une hypertension artérielle traitée, soit une tension supérieure à 130/85. Voilà les critères diagnostiques du syndrome métabolique. Et on sait aujourd'hui que le syndrome métabolique est largement sous-diagnostiqué. Pourtant, quand on regarde les critères diagnostiques, c'est assez facile de le faire. On n'est pas obligé d'avoir recours à de la biologie qui est difficile d'accès et qui est coûteuse. Mais pourtant, encore une fois, c'est sous-diagnostiqué. Et le syndrome métabolique fait le lit des maladies cardio-métaboliques. Donc, augmentation du risque de faire un diabète, augmentation du risque de faire une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est essentiel aujourd'hui. Je pense que un médecin généraliste, même non formé en médecine fonctionnelle, soit capable de diagnostiquer le plus précocement possible un syndrome métabolique parce que c'est réversible. Si on met en place les bonnes stratégies. C'est pas une pathologie qui s'installe du jour au lendemain. Exactement. Exactement. Donc, oubliez la balance, prenez votre mètre ruban. Souvent, je dis, mais est-ce que vous connaissez votre tour de taille? Et ça va vite, hein? Ça va super vite. Bon, toi, t'as pas de problème de tour de taille, mais on est quand même nombreux à devoir surveiller notre tour de taille. Pas encore, mais je crois que c'est justement, et ça peut aller vite, ce problème de tour de taille, puisqu'il suffit d'un été ou d'une année où t'as stressé, t'as essayé de compenser des moments difficiles par des sorties, par l'alimentation, et on se rend compte que l'entretien de la santé, c'est quelque chose de très, très ingrat aussi. Et en fait, tu parlais du tour de taille, et en réalité, il y a vraiment ce côté aussi pour moi dans le syndrome métabolique, t'en as parlé, c'est surtout aussi une anamnèse, mais surtout au niveau de l'hygiène de vie et des habitudes. Typiquement, quelqu'un qui est sédentaire, il est d'office beaucoup plus exposé à ce genre de choses parce que même cette personne-là qui ne mange pas forcément mal ou beaucoup, elle s'expose aussi, je pense, à ces troubles. Et moi, de mémoire, dans mes lectures, je pense que c'est vraiment hyper essentiel de s'intéresser à la prévention dans ce cadre-là, parce qu'on considère que c'est 1/3 de la population mondiale qui est exposée à ce problème de syndrome métabolique et au diabète, aux différentes maladies chroniques et aux pathologies, on va dire. Et ça se joue pas que dans l'assiette. Bien sûr. Donc, c'est vrai que quand tu parles d'hygiène de vie, voilà, je dirais que la baseline, c'est le sommeil. Qui, aujourd'hui, dort ses 8 heures? Aujourd'hui, le sommeil, on a l'impression que c'est du temps perdu. On parle de procrastination à aller dormir. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je me dis, ah ouais, j'étais comme ça avant. Mais j'essaye vraiment de faire comprendre aux personnes que j'accompagne qu'en fait, le sommeil, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. C'est un cadeau qu'on se fait d'aller dormir à l'heure qu'il faut et de s'offrir ces 8 heures de sommeil et de ne pas le vivre comme une punition. Ça, c'est vraiment une notion qui est essentielle, changer notre rapport au sommeil, parce que sans un sommeil de bonne qualité, on peut pas avoir une bonne santé métabolique. Alors avant d'aller essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans l'assiette, de mieux ventiler les macronutriments, de peut-être mieux fractionner les prises alimentaires, juste ces notions-là de base. Le sommeil, la gestion du stress, voilà, comment est-ce que j'apprends à gérer mon stress, quelle technique je mets en place pour gérer mon stress. Et puis ensuite, comme tu le disais, la notion de sédentarité, l'activité physique, et c'est deux choses différentes en plus. Lutte contre la sédentarité et activité physique. On peut être sportif et sédentaire.
Donc, les deux ne s'annulent pas. Il faut à la fois lutter contre la sédentarité et en même temps avoir une activité physique. Donc, c'est pas juste l'assiette. Et c'est ça un peu la démarche qu'on essaye de développer en micronutrition, en médecine fonctionnelle. C'est vraiment cette approche très globale où on va travailler le contenu de l'assiette, on va travailler les statuts biologiques. Donc, on va forcément utiliser des compléments alimentaires, mais aussi tout ce qui va autour, l'hygiène de vie, de manière générale. Oui, optimiser du coup la santé forcément par des corrections, parce que la notion de déficit, elle est omniprésente, même si les carences sont pas forcément nombreuses. Mais c'est important de pouvoir aussi comprendre qu'il y a une différence entre carence et déficit. Tout à fait. Et justement, et statuts optimaux. Et statuts optimaux. Et objectivement, la question que moi j'ai envie de te poser pour que les gens comprennent bien ce que c'est un trouble métabolique aussi, tu as parlé de glycémie à jeun, d'insuline à jeun, mais aussi de triglycérides. Est-ce que tu peux nous rappeler le mécanisme, on va dire de manière synthétique, le mécanisme de ces éléments-là pour bien comprendre ce qui coince, pourquoi ça coince, pourquoi regarder les triglycérides, pour que le patient ou la personne comprenne bien ce qui se passe. Parce que je pense, à l'heure actuelle, que si les gens étaient plus éduqués à non pas interpréter leur prise de sang, mais à comprendre ce que ça raconte, ils comprendraient qu'il y avait vraiment des choses à faire. Je pense que c'est un outil éducatif hyper important. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, en revenant sur ces biomarqueurs, il y a un rapport qui est très intéressant, qui est quasiment jamais utilisé en médecine allopathique en tout cas. C'est le fameux rapport triglycérides sur HDL, qui est essentiel avant même d'aller faire des bilans plus compliqués, parce que même une insulinémie à jeun, parfois, c'est difficile à obtenir. Mais le rapport triglycérides sur HDL, dans n'importe quelle évaluation de l'anomalie lipidique, on a accès à ces résultats. Et on voit que ce rapport ne fait qu'augmenter. Donc, avec une élévation des triglycérides, une diminution du HDL cholestérol. Ça, c'est vraiment un rapport qui est essentiel pour évaluer la santé métabolique. Et alors, jusqu'à encore aujourd'hui, dans l'univers de la médecine allopathique, le trouble métabolique est vraiment auto-centré sur la glycémie. Et donc, effectivement, tant que la glycémie ne s'élève pas, alors au-dessus, on sait, 1,26 pour le diabète, 1,15 pré-diabète, on va vous laisser tranquille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette glycémie, c'est sans doute un des paramètres les plus hautement régulés du corps. C'est-à-dire qu'on va toujours mettre en place des stratégies pour réguler cette glycémie, coûte que coûte. Et donc, quelle est l'hormone qui permet de maintenir notre glycémie dans ses valeurs un petit peu de référence? C'est l'insuline. C'est-à-dire que si je regarde que la partie glycémie, je vois que la partie, évidemment, visible de l'iceberg. Pendant très longtemps, plusieurs années, voire dizaines d'années, cette glycémie va rester normale. Mais à quel prix? Et ça, c'est une notion qui est essentielle. C'est-à-dire que si vous n'avez que cette partie-là de la picture complète, vous ratez missing the point, on pourrait dire. C'est vous ratez la partie essentielle. On peut être deux individus avec exactement la même glycémie. Un aura une parfaite santé métabolique et l'autre aura déjà développé un trouble métabolique. Donc, la glycémie ne dit pas tout. Et l'élément essentiel à côté duquel on passe quasiment systématiquement en médecine allopathique, c'est le dosage de l'insulinémie. Parce que si, pour maintenir ma glycémie, je dois produire 4 fois plus, 5 fois plus d'insuline, là, je suis en train de mettre en place des mécanismes qui sont extrêmement délétères pour la santé, l'hyperinsulinisme chronique, qui mène à l'insulinorésistance. Donc, une glycémie seule, on ne peut rien en faire. Par contre, une glycémie couplée à une insulinémie, là, on est capable de voir le travail du pancréas, des cellules bêta, des îlots de Langerhans, quelle est la quantité d'insuline produite pour pouvoir maintenir cette glycémie. C'est ça l'élément essentiel. Parce que l'hyperinsulinisme chronique va mener à l'insulinorésistance, et l'insulinorésistance, c'est le mécanisme physiopathologique de base de la grande majorité des maladies dites de civilisation. Et donc, l'insuline, je rappelle, quand on consomme des glucides, alors est-ce qu'on est là pour diaboliser les glucides ? Non, on n'est pas là pour diaboliser les glucides. On est là pour avoir un discours qui est personnalisé, qui est cohérent avec la biochimie nutritionnelle. Je pense que toi, David, tu es métaboliquement très sain, tu as une santé métabolique et musculaire optimale, tu as un niveau d'activité physique qui est important. Je pense que de manger des glucides, ça te pose aucun problème. À des moments bien stratégiques. Bien spécifiques, voilà. Donc, il y a cette notion d'optimisation de l'apport en glucides en fonction du moment où je vais faire mon training, en pré, en post-workout. OK. Mais est-ce que tu penses que la grande majorité de nos patients ont la même hygiène de vie que toi et le même profil métabolique que toi? Soyons honnêtes. Non, parce que objectivement, chaque contexte est différent. Parce que tu parles d'hyperinsulinisme chronique lié à la consommation de glucose et de sédentarité, mais aussi, comme tu le sais très bien et tu le mets en avant dans tes formations, l'inflammation de bas grade qui est corrélée. L'hypercorticisme. C'est ça. Il y a d'autres drivers d'insulinorésistance. Mais c'est vrai que souvent, on essaye d'avoir deux teams. Les pro-carbs, les anti-carbs.
je pense qu'en fait, la problématique aujourd'hui, c'est la consommation de glucides inadaptés. Inadaptés à ma propre sensibilité à l'insuline, inadaptés à mon propre niveau d'activité physique, inadaptés à ma masse musculaire. Et là-dessus, on est tous inégaux, c'est comme ça. Mais je pense que toi, tu fais partie du top 1% de la population qui a ce type de profil et de physique. Donc, les patients que nous, on voit, ils sont pas comme toi. Ils sont pas comme toi. Et tu le dis toi-même, ta consommation de glucides doit être répartie de manière très adaptée par rapport à ton niveau d'activité physique. Je suppose que quand tu pratiques pas d'activité physique sur une journée off, tu vas pas manger des centaines de grammes de glucides. Personnellement, non, parce que j'en vois pas l'intérêt. Et puis c'est clair que quand je mange des glucides, je le ressens. Surtout quand je les utilise pas, je ressens quelque chose qui va pas. Et tu as parlé, tu dis, ouais, peut-être que je suis dans le top 1%. J'ai pas tout objectivé, mais je pense que je suis plus vulnérable justement à la consommation de glucides en excès, là où d'autres pourraient en manger pendant des tonnes et il y aurait aucun impact. Moi, je pense que j'ai cette Oui, ils s'en vulnérabilité. rendent pas compte. C'est parce que toi, tu es très à l'écoute Peut-être. de ton optimalité et que tu sais qu'est-ce que c'est que de fonctionner de manière optimale et que dès que tu sors de ce range de valeur optimale, tu dis, attends, il y a un truc qui fonctionne moins bien que d'habitude. C'est ça. Mais en fait, la majorité des gens ont l'habitude de juste ne pas être malades, mais ils ne savent pas c'est quoi avoir un état de santé optimal, physique et psychique. Donc, ils vivent avec leur état moyen au quotidien en considérant que c'est leur baseline. Mais en fait, c'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool tous les jours, il le ressent plus. Exactement. Mais c'est plus le côté où moi je pense que vraiment cette gestion de l'apport de glucides à des moments opportuns et surtout dans un cadre opportun. Hein, tu parles de riz typiquement. Ah, tu manges des protes et des légumes. Bah oui, il y a 2 morceaux de protes, il y a deux morceaux de légumes dans un bol de riz. Bah là, t'es typiquement dans un repas qui est c'est du sucre, hein, c'est hyper chargé. Enfin, la charge glycémique est hyper élevée, donc même si tu manges quelque chose à un index glycémique bas, la charge est tellement élevée que ça reste du sucre pour ton métabolisme. C'est vraiment un élément qui est important à comprendre. C'est que ce glucose, finalement, parce qu'au final, ça devient du glucose, il faut bien qu'il soit stocké. Hein, on doit le stocker parce qu'on peut pas être en hyperglycémie. C'est trop dangereux. Une hyperglycémie chronique, tu sais, ça fait ce qu'on appelle ce fameux stress carbonyle. Ça, c'est extrêmement délétère. D'ailleurs, c'est la base de toutes les complications d'un diabète de type 2 qui est mal équilibré. Et rappelle-nous le biomarqueur de ce stress carbonyle. Alors, pour le stress carbonyle, aujourd'hui, mais qu'on réserve malheureusement au suivi du diabète de type 2, malheureusement, c'est le dosage de l'hémoglobine glyquée qu'on va doser. Donc, on essaye d'être en dessous de 6,5 pour les patients diabétiques. Mais chez un sujet non diabétique, l'objectif, c'est d'avoir une hémoglobine glyquée, je dirais, aux alentours de 5. Ça reste raisonnable. Alors, on a cette fameuse notion du 5 plus la dizaine, que je ne valide pas personnellement, mais d'ailleurs, on parlera peut-être tout à l'heure de notre summit, mais on va avoir un expert du stress carbonique qui va venir nous parler justement de ces mécanismes en lien. On a parlé d'insulinorésistance, mais aussi le stress carbonyle est un des grands mécanismes pathologiques qui fait le lit des maladies dites de civilisation. Et donc, je vous disais ça, oui, parce que donc la glycémie, une glycémie qui est trop longtemps élevée, va amener à du stress carbonyle. Donc, ce glucose, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Et c'est l'insuline qui va nous permettre de faire entrer le glucose dans les cellules et on va le stocker. Et le storage du glucose, il n'est pas infini. Donc, on le stocke sous forme de glycogène. On a 2 zones de stockage, hépatique et musculaire. Bon, c'est assez variable, mais c'est quelques centaines de grammes. Plus on est musclé, plus on va avoir cette capacité à en stocker au niveau musculaire, mais ça sera jamais non plus un kilo. Hein, on est d'accord. Hein, je sais pas, 500, 600, je sais pas, au plus. Ça dépend comment est-ce qu'on est musclé, mais bon, voilà, je dirais 150 pour le foie et 400, 450, peut-être un petit peu plus. Mais encore une fois, je parle de la population lambda. Lambda. Et je peux vous dire que c'est pas facile. J'essaye de développer ma masse musculaire. Je peux vous dire que c'est pas facile. Et puis il y a une 3e zone de stockage. Et puis alors une fois que ça c'est verrouillé, moi je prends souvent, je sais plus où est-ce que j'avais vu cette métaphore, mais j'avais beaucoup aimé. C'est peut-être Jason Fung, je ne sais plus parce que j'écoute tellement de monde que je me mélange les pinceaux, mais qui utilisait cette métaphore du frigidaire et des congélateurs dans le sous-sol. Donc, on peut considérer finalement que le glycogène hépatique et musculaire, c'est le frigidaire. Donc, facile d'accès, mais il faut que j'y aille souvent parce que je peux pas stocker beaucoup. Et puis après, tout l'excès, je fais des réserves et ça va dans le congélateur au sous-sol. Et puis, en fait, je peux être un peu paresseux et ne jamais descendre au sous-sol pour aller récupérer mes réserves. Et donc, du coup, j'ouvre tout le temps mon frigidaire. C'est beaucoup plus facile à remplir. C'est exactement ça, l'idée du je stocke mon glucose sous forme de glycogène hépatique et musculaire. Et après tout l'excès, c'est là cette plaque qui fait le lien entre le métabolisme des glucides et le métabolisme des lipides. Tout l'excès est converti sous l'action de l'insuline en acide gras. Donc, en fait, ce qui fait que je vais être plus grasse
que je vais avoir un taux de masse grasse plus élevé, c'est pas les lipides que je consomme en tant que tels. C'est l'excès de glucose. C'est l'excès de glucose qui est converti en acides gras. Et ces acides gras, ils vont être stockés sous forme de triglycérides au niveau des adipocytes. Alors là, c'est la meilleure zone de stockage parce que, en vrai, c'est la zone de stockage qui est physiologique. Hein. C'est là, c'est un mécanisme... dans le tissu adipeux sous-cutané, c'est là qu'on est censé stocker nos triglycérides. Le problème, c'est que quand on dépasse nos capacités à stocker, que le tissu adipeux développe une insuline résistance, on va venir stocker en ectopique. Et quand on dit ectopique, c'est qu'on va venir stocker au niveau viscéral, au niveau du foie, avec toutes les problématiques métaboliques hépatiques, non alcooliques. Hein, c'est une explosion. Et d'ailleurs, on voit les courbes sont vraiment parallèles. Il y a ce lien physiopathologique, il est évident entre la consommation inadaptée de glucides, l'hyperinsulinisme chronique, l'insulinorésistance, le fait qu'on ne sache plus stocker au niveau adipocytaire sous-cutané et qu'on aille stocker notamment au niveau du foie. D'où l'intérêt du dosage des triglycérides. Et d'où, voilà, le dosage des triglycérides est un excellent reflet de notre métabolisme de manière générale. Donc, une hypertriglycéridémie, c'est jamais bon signe quand même. Et comment faire la différence? Tu vois, on parle de santé métabolique, on parle de diabète. Il y a souvent cette comment dirais-je, cette erreur, notamment dans l'identification ou dans la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Est-ce que la prise en charge est différente? Est-ce que l'origine est différente? On dit souvent que le diabète de type 1 est héréditaire alors que pas du tout, au final. Et à l'inverse, le diabète de type 2, c'est pas héréditaire alors que il est montré au niveau des études que si tu as des parents qui sont atteints du diabète de type 2, tu as beaucoup plus de chances de l'être. Donc, est-ce que ça serait pas plutôt épigénétique que génétique? Oui, voilà, c'est ça le truc. On est d'accord. Justement, ça, l'intérêt, c'est de se dire quelle est la différence entre la génétique et l'épigénétique. Qu'est-ce qui est héréditaire, qu'est-ce qui est pas héréditaire? Comment est-ce qu'on peut identifier la différence entre un diabète de type 1 et type 2? Je pense que c'est hyper important pour les gens de comprendre, de faire la part des choses, se dire, OK, est-ce que c'est une fatalité ou justement, est-ce que j'ai un pouvoir d'action là-dessus? On est d'accord que le surdiabète de type 2, c'est essentiellement épigénétique. En modifiant mon hygiène de vie et les facteurs environnementaux, aujourd'hui, on est capable de réverser un diabète de type 2. Il y a des cliniques au Canada, en Amérique du Nord, qui sont dédiées à je sais pas comment on dit ça en français, à la réversion du diabète de type 2. Donc, c'est une maladie qui est une maladie du lifestyle, d'hygiène de vie. Le diabète de type 1, c'est très différent. On est sur une pathologie auto-immune qui se prend en charge de manière du coup très différente parce que les mécanismes physiopathologiques sont très différents. Mais il faut savoir que des diabétiques de type 1 peuvent développer une insulinorésistance du fait de l'insuline exogène. Donc ça, c'est une notion qui est très intéressante. Et d'ailleurs, là aussi, on aura un invité lors de notre congrès qui est lui-même diabétique de type 1 et qui prend en charge des sportifs de haut niveau, notamment diabétiques de type 1. Donc, ce sera très intéressant de voir que c'est toujours pareil, c'est en comprenant la physiopathologie, les mécanismes qui sous-tendent une maladie qu'on va pouvoir la prendre en charge correctement. Et là, on voit vraiment que le diabète de type 1 et le diabète de type 2, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais un diabétique de type 1 peut développer une insulinorésistance. Donc, attention aux stratégies qui vont être mises en place parce qu'on entend quand même souvent, d'ailleurs dans les deux cas, diabète de type 1 et diabète de type 2, de toute façon, mangez vos glucides, on vous fera votre injection d'insuline après. Oui. Moi, j'ai toujours été choquée par ça. Incroyable, ces discours. Mais on est vraiment dans la Mickey Mouse médecine. C'est pas grave, continuez à faire ce qui vous a rendu malade, et puis de toute façon, on a le remède. Ouais. Surtout qu'in fine, le corps est quand même assez bien fait pour pouvoir générer aussi du glucose par d'autres... La néoglucogénèse. C'est souvent une notion qui est importante quand on parle de micronutriments, macronutriments essentiels. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qu'on ne sait pas produire? Qu'est-ce qu'il faut absolument apporter de manière exogène? Pas le glucose, en tout cas. On est d'accord que le glucose, il est tellement important qu'on est capable de synthétiser par nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas là pour diaboliser le glucose, les glucides. On est là pour dire que aujourd'hui, dans notre mode de vie actuel, la majorité des gens ont une consommation de glucides qui n'est pas adaptée. Mais le glucose est une molécule essentielle à la vie, au point c'est comme le cholestérol, au point qu'on a mis en place nos propres voies endogènes de synthèse du glucose. On fait de la néoglucogénèse à partir de plein de substrats différents. Donc, on est capable de stabiliser notre glycémie sans aucun apport de glucides. Sans aucun apport de glucides. Par ces voies-là. Donc, c'est vrai qu'on a tellement diabolisé les problématiques en lien avec des modèles très hypoglucidiques, avec les peurs de faire des hypoglycémies, que le cerveau a absolument besoin de glucose pour fonctionner. Mais j'ai jamais dit le contraire. Je dis juste notre foie
est une usine métabolique incroyable qui est capable de stabiliser notre glycémie sans aucun apport de glucides exogènes. Et justement, tu parlais du fait que, on est bien d'accord que c'est le prédiabète qui est réversible, mais le diabète de type 2. Je te dis qu'il y a des cliniques au Canada où il y a des réversions du diabète de type 2. Ça, j'étais pas au courant, mais bon, voilà, c'était plus difficile à mettre en avant. Mais c'est sans doute beaucoup plus difficile ça prend beaucoup plus de temps. On dit il y a un TGV qui est lancé à je sais pas combien de kilomètres heure dans un sens et vous devez faire le freiner, l'arrêter et le faire partir en sens inverse. Donc, ça va prendre du temps. Mais il y a des cliniques aujourd'hui qui sont spécialisées là-dedans, notamment une Canadienne qui a sorti un livre qui a été traduit en français, et le livre s'appelle Truc santé métabolique. J'ai oublié. On cherchera ça, on vous mettra en... On mettra ça en lien, il n'y a aucun problème. Ça, ouais. Et je pense, tu vois, parce que la santé métabolique, c'est quelque chose, moi, qui me passionne beaucoup. Ça te passionne beaucoup aussi. On lit, on fait des recherches, on expérimente aussi beaucoup. Moi, j'expérimente sur moi aussi d'une prise de sang à l'autre. J'essaie de moduler mon mode de vie aussi, parce que tu l'as dit, c'est hautement épigénétique. Donc, je pense qu'on a effectivement des faiblesses génétiques, on va dire, et que cette épigénétique, elle va pouvoir permettre d'exprimer ou de réprimer certaines, on va dire, expressions génétiques. Et donc, en fait, l'idée, c'est que le mode de vie va vraiment améliorer les biomarqueurs liés au métabolisme. Et moi, je le vois d'une prise de sang à une autre par rapport à mon alimentation. Et je sais que moi, par exemple, tout ce qui va être alimentation high fat, low carb, ça va améliorer drastiquement ma composition corporelle, vraiment. Et aussi mon énergie mentale. Sportive aussi. Et c'est assez particulier parce que quand je mange plus de glucides, je me sens plus fatigué. Je me réveille plus fatigué, tu vois. Je sens qu'il y a vraiment peut-être une limite, une inflammation qui s'installe. C'est assez bizarre, mais je pense qu'on appelle ça les hyperlean mass responders. Ouais, exactement. Et que moi, je me retrouve vraiment dans ce cadre-là puisque je vais mieux en diminuant mes glucides. Alors, il y a des tests, on va dire, épigénétiques. Tu peux nous en parler? Il y a un test important. Alors, il y a des polymorphies génétiques aujourd'hui qui ont été identifiées comme permettant de mettre en avant la plus ou moins bonne tolérance aux glucides. Donc, il y a certains tests aujourd'hui qu'on peut réaliser de polymorphie génétique. Alors, notamment, on a l'ApoE, le dosage de l'ApoE, qui à la base était plutôt un test qu'on utilisait pour mettre en avant le risque augmenté de développer une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer, avec l'allèle ApoE4 notamment. D'ailleurs, il y a un papier qui est sorti récemment qui a, je pense, un peu fait bouger les lignes sur les modèles alimentaires pour l'ApoE4, qui disait que les ApoE4, pour les protéger d'Alzheimer, ils devaient consommer beaucoup de viande, et notamment de viande rouge. Alors qu'on était jusqu'à présent en train de dire allez, ApoE4, c'est absolument régime méditerranéen, très peu de graisse animale. Ce papier vient de sortir et je pense qu'il mérite notre attention, comme quoi tout évolue. Donc, il y a ce fameux polymorphisme de l'ApoE avec cette tolérance aux glucides qui va varier en fonction de l'allèle dont on va hériter, des deux allèles dont on va hériter de nos parents, et notamment donc l'ApoE2, qui reste un pourcentage réduit de la population, c'est à peu près 8% de la population, qui aurait vraiment une tolérance aux glucides médiocre. Je pense que c'est intéressant de le savoir parce que le fait de prendre conscience de nos vulnérabilités génétiques, ça nous permet en fait de pas forcément le vivre comme une fatalité, mais de devenir acteur vraiment proactif dans notre santé, de se dire ok, mais en fait moi je suis comme ça, et puis c'est ainsi. C'est l'acceptation en fait, et le passage à l'action. C'est ça. Et en fait moi je trouve que ce sont des analyses très intéressantes parce que même si l'épigénétique c'est vraiment l'élément le plus important d'une prise en charge, et même de mettre au silence des maladies qu'on pourrait avoir, en fait c'est vraiment le côté où pour moi c'est vraiment un moyen hyper intéressant de se dire ok, je connais mon identité physiologique. Exactement. Et je sais comment vivre, parce que souvent les gens disent je mange bien, je fais ça et pourtant je prends du poids et pourtant ça va pas, mais c'est tout simplement parce que c'est pas adapté à la personne, c'est pas adapté à toi ce que tu es. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que ce côté maladie chronique comme le diabète, en fait pour moi, c'est vraiment une interrelation entre la génétique et l'épigénétique. Parce que, de toute façon, il y a des gens qui peuvent manger des pâtes tous les jours. Exactement. Et ils n'ont jamais aucun problème. Et toi, tu manges un peu de riz et puis c'est parti. Exactement. Et donc, je trouve que c'est hyper important. En plus, ce sont des analyses qui sont faites une fois dans ta vie. Tu peux travailler dessus toute ta vie. Tu es conscient de ça. Et pour moi, c'est une base de la prise en charge parce que en te connaissant toi, tu sais exactement ce que tu dois faire pour aller bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de patients qui sont soulagés parfois de se dire je comprends mieux. Oui, c'est ça. Je comprends alors, c'est ça.
C'est pour ça que moi, effectivement, je vois le plat de pâtes et j'ai déjà pris 2 kilos juste en regardant le plat de pâtes. Donc, il y a l'ApoE, il y a le polymorphisme de la DIO2, il y a l'amylase salivaire. Ce sont des bilans qui nous permettent un petit peu d'évaluer la tolérance aux glucides. Mais encore une fois, ça peut être tamponné tout ça par notamment notre organe qui nous permet de capter le glucose. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être ApoE2, DIO2, CC, très peu de copies de l'amylase salivaire et quand même être capable de manger peut-être plusieurs dizaines de grammes, voire 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes de glucides par jour. Pourquoi ? Parce que à côté de ça, on a développé une masse musculaire suffisamment importante pour capter ce glucose et ne pas avoir besoin de le storer sous forme de triglycérides. Donc, il y a toujours cette composante activité physique et santé musculaire. Moi, j'avais pas vraiment pris conscience, en toute honnêteté. Il y a 2 ans, encore dans mes cours, je disais le trouble métabolique, ça gère 80% dans l'assiette, 20% dans l'activité physique. Alors aujourd'hui, je reste persuadée que ça se joue avant tout dans l'assiette, mais j'accorde plus d'importance à la notion de santé musculaire et pas dans le sens théorie psycho, pas dans le sens vous allez faire de l'activité physique pour brûler des calories et donc créer un déficit calorique. Ça, je suis absolument contre. On peut en discuter dans d'autres objectifs esthétiques notamment, mais pas purement en santé métabolique. Ça n'a pas d'intérêt pour moi, en tout cas, cette notion de compter les calories et d'imposer un déficit calorique. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'activité physique, pour moi, c'est pas dans le but de créer un déficit énergétique, mais vraiment dans le but de développer cette masse musculaire, la qualité, la fonctionnalité, la quantité, pour justement intervenir de manière positive sur le métabolisme du glucose. Donc, j'essaye, et grâce à toi notamment, qui nous a créé un super guide d'activité physique, d'intégrer dans les protocoles d'accompagnement cette notion de santé musculaire dans le but, encore une fois, d'améliorer cette utilisation du glucose. Et encore, le muscle, c'est notre plus gros capteur de glucose, donc plus on va avoir du muscle, même en étant... Oui, puisque ça permet aussi de bypasser cette inflammation de bas grade qui en fait perturbe cette activité, je dirais, du GLUT4, de la translocation, etc. Donc en fait, c'est vraiment intéressant d'utiliser cet outil comme étant un outil thérapeutique à part. Assiette, on va dire 50%, activité physique 50%, parce que ça joue sur les mêmes mécanismes de manière assez différenciée, mais quand même hyper synergique et hyper complémentaire. Et donc je pense que, et d'ailleurs moi je l'ai mis en avant sur un post et tout, mais je pense que cette activité physique est vraiment un outil thérapeutique majeur et qui potentialise toute approche médicale et paramédicale. Et pas que en santé métabolique. En santé mentale, on a des études qui montrent versus IRSS, une efficacité de l'activité physique de résistance. Parce que le muscle, on avait toujours ces visions hyper simplistes. Le tissu adipeux, c'est juste pour stocker de l'énergie. Le muscle, c'est que pour le rôle mécanique. Non, ce sont des glandes endocrines. Et je pense justement, il y a une notion qui est hyper importante dans cette prise en charge de la santé métabolique, c'est la notion de flexibilité métabolique. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler ? Et ça, justement, l'intérêt du sport aussi et de l'entraînement, c'est ça. L'importance aussi de varier le type d'entraînement, mais aussi l'alimentation qui va avec, puisque cette flexibilité métabolique, elle est engendrée par l'effort physique, mais aussi par rapport à ce que tu manges, puisque tu peux très bien travailler cette flexibilité par rapport à ce que tu mets dans ton assiette. Ouais. Est-ce que tu peux ou le fait aussi de ne pas manger. Oui, c'est-à-dire que souvent, quand tu m'as demandé en intro, est-ce que tu peux définir le syndrome métabolique ? Souvent, quand on dit comment est-ce qu'on peut définir une bonne santé métabolique ? Comment est-ce que je sais si j'ai une bonne santé métabolique ? En fait, c'est ces 2 éléments-là dont on va parler quand on veut parler de santé métabolique. C'est à la fois le fait de ne pas être en syndrome métabolique et d'avoir une bonne flexibilité métabolique. Ce sont vraiment les 2 éléments essentiels qui nous permettent de définir c'est quoi la bonne santé métabolique. Donc, si j'ai une bonne santé métabolique, j'ai une bonne flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique, c'est la capacité qu'on a au niveau de notre métabolisme énergétique de changer assez facilement de substrat énergétique. Et aujourd'hui, la grande majorité des gens fonctionnent sur, je vous rappelle, le frigidaire. Ils vont aller ouvrir en permanence, ouvrir et remplir le frigidaire systématiquement sans être capable d'aller à la cave chercher ce qu'il y a dans les congélateurs. Donc, on est bloqué sur le substrat énergétique glucose. Donc, comme nos réserves sont très limitées, on a besoin en permanence de recharger. La flexibilité métabolique, c'est d'être capable, dans les périodes de jeûne, à distance des repas, de ne pas utiliser ce substrat glucose et d'aller utiliser nos réserves de triglycérides. J'ai touché le micro, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave.
nos réserves de Tout ce que tu veux, triglycérides. allez, pas de problème. Donc, nos réserves de triglycérides, et ça, c'est ça la clé de la flexibilité métabolique. C'est d'être capable, dans des périodes de jeûne, d'aller chercher dans notre tissu adipeux nos réserves, d'aller déstocker nos triglycérides, d'aller hydrolyser nos triglycérides. Donc, on met de côté la chaîne le carbone, la chaîne squelettique, le glycérol. On récupère les acides gras. Et ces acides gras, on va les faire rentrer dans la mitochondrie par un complexe que je pense que tu connais. Et ensuite, on va aller bêta-oxyder ces acides gras. On va produire de l'énergie à partir de ces acides gras. Et ben, il faut vous dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des individus qui présentent des troubles métaboliques ne sont plus capables de faire ça. Ils ne sont plus capables d'aller faire de la lipolyse, d'une part, et ensuite de faire rentrer les acides gras dans la mitochondrie pour faire de la bêta-oxydation. Ces mécanismes sont inhibés. Ils sont inhibés par qui ? Par notre master hormone régulatrice de notre métabolisme, l'insuline. Et pas l'insuline en tant que telle. Sans insuline, on meurt. Les diabétiques de type 1 le savent bien. Donc là, encore une fois, il faut être précis dans nos propos. Par l'hyperinsulinisme chronique. C'est normal d'avoir de l'insuline. Sans insuline, il n'y aurait pas de vie sans insuline. Mais par contre, l'hyperinsulinisme chronique, ça, c'est pathologique. Parce qu'elle inhibe l'hormone sensitive lipase de mémoire, je sais ça. Ouais, voilà. Elle va inhiber aussi le complexe de la carnitine palmitoyltransférase, CPT1, qui permet de faire rentrer les acides gras dans la mitochondrie. Donc, c'est une notion qui est fondamentale. Et encore une fois, l'hormone clé de cette capacité à switcher. On parle de cycle de Randle, est-ce qu'on va utiliser plutôt le glucose Et là, on entend beaucoup de bêtises là-dessus sur les réseaux sociaux. C'est vraiment l'insuline. C'est vraiment l'insuline. Donc, encore une fois, avoir une hyperglycémie postprandiale légère, bah ok, c'est normal, j'ai envie de dire, tout dépend du contenu de l'assiette. D'avoir une réponse insulinique derrière, c'est ok. Mais la problématique qu'on rencontre aujourd'hui dans nos cabinets, c'est pas ça. C'est des hyperglycémies permanentes avec des prises alimentaires 3, 4, 5, 6 fois par jour, 14 heures sur 24 où on mange, et d'avoir des hyperinsulinismes chroniques par derrière. Normalement, l'insuline, on n'est pas censé la sécréter en continu. C'est une sécrétion pulsatile avec des périodes où on n'est pas censé en sécréter. Et les modèles alimentaires actuels, avec toujours pareil, Big Food, le snacking, les aliments ultra transformés, les recommandations officielles avec toujours plus de carbs dans l'assiette. Bon, on a inversé la pyramide alimentaire aux États-Unis. Je ne sais pas ce que ça va réellement donner par la suite, mais bon, c'est quand même une belle évolution. C'est de se dire que tout est fait pour qu'on ait plus d'insuline. Ouais. Et après, tu vois, moi, si je devais donner une analogie avec ce que tu viens d'expliquer sur la flexibilité métabolique, où tu parles justement d'incapacité à aller chercher les graisses, les acides gras pour faire de l'énergie. En fait, dans le sport, ça se représente comment ? Quand vous recommencez la course à pied, après 2 ans, par exemple, comme moi, je peux le faire, mais tout le monde le ressent. Malgré le fait que vous courez de manière lente, vraiment très lente, etc., vous allez très vite sentir une acidose musculaire. Et en fait, ça, c'est de la fermentation. C'est une incapacité, c'est une priorisation énergétique du glucose qui va faire que ça va fermenter, vous allez augmenter l'acidité musculaire. Alors que si vous avez la capacité à aller chercher les graisses comme substrat énergétique, vous pourrez faire un effort tranquille, sans charge musculaire, j'ai envie de dire, sans cette dette, sans cette intolérance musculaire qui fera que vous êtes sur un substrat énergétique presque infini. Infini, après tout dépend de votre niveau de... Toi, t'as pas beaucoup de body fat, mais bon, quelqu'un qui a... Même c'est pas forcément, et c'est ça qui est très, très intéressant, hyper important, c'est pas forcément une question de masse grasse ou de quantité de masse grasse, c'est vraiment est-ce que ma mitochondrie, est-ce que je suis capable d'aller chercher les graisses comme substrat. Et malheureusement, lorsque vous n'habituez pas votre corps à vous entraîner en endurance fondamentale, lorsque vous habituez votre corps à manger systématiquement des glucides qui va faire que cette insuline sera produite de manière répétée et chronique, vous allez déshabituer votre mitochondrie à jouer là-dessus. Et ça se ressent notamment au niveau de l'effort. Et ça, les gens, en fait, se disent, tiens, je suis pas en forme. Non. C'est pas que je suis pas forcément fit ou autre. C'est juste que la mitochondrie, ce n'est pas que le reflet. C'est vraiment aussi qu'est-ce que je ressens pendant l'effort et pendant ce que je mange aussi. Parce que typiquement, tu vois, il y a des gens qui jeûnent, ils se sentent pas bien, ils font des hypoglycémies. Pourquoi est-ce qu'ils font des hypoglycémies ? Parce qu'ils ont une rigidité métabolique qui fait qu'ils sont incapables d'aller faire de la lipolyse et ensuite de la bêta-oxydation, faire entrer ces acides gras. Il faut être capable de faire entrer les acides gras dans la mitochondrie. On parle beaucoup de la L-carnitine.
Voilà, Je vais te poser la question. elle sera intéressante que si l'insuline est basse. Hein. J'ai envie de te dire, tu prends de la L-carnitine, mais ton insuline, elle est au plafond, ça sert strictement à rien. Parce que ta CPT, elle va pas juste être activée par la carnitine. Big up aux véganes. Il n'y a pas beaucoup de la carnitine. Moi, je me fais tout le temps huer dès que je parle des véganes. Ouais, non, je comprends. Mais il y a beaucoup de travaux en ce moment. Et moi, j'ai tellement hâte d'avoir Andrew Koutnik avec nous parce que lui, alors, donc, il est diabétique de type 1. Il a un PhD en sciences de l'exercice. Et notamment, il s'intéresse beaucoup à la performance dans les sports d'endurance via des approches justement très différentes de celles basiques qu'on recommande et qu'on martèle en France depuis des dizaines d'années. Donc, ces recharges en glycogène musculaire. Oui, le truc qui est depuis 40 ans, qui est exprimé. Moi, je suis très contre ces histoires de mettre des doses énormes de glucose et de fructose. Et ils disent que tous ces mecs qui font des triathlons, Ironman, des trails finissent par développer des diabètes avec des consommations. Et pourtant, on les voit physiquement, ils sont hyper fit, mais ils développent une insulino-résistance. Personnellement, c'est pour ça que je trouve que le problème, c'est qu'on est beaucoup trop attaché au reflet dans le miroir, où on se dit, voilà, je suis en santé parce que j'ai des abdos, parce que je suis fit et tout, alors que c'est pas fondamentalement comme ça que ça fonctionne. Au niveau cellulaire, c'est pas forcément ça. Exactement. Et donc, ces problèmes moi, je suis convaincu qu'effectivement, le glucose que tu peux apporter pour un effort, c'est hyper publié, ça maintient un niveau de performance durant l'effort. Mais par contre, je pense que ça peut pas être au détriment de la santé et on peut pas se dire tiens voilà c'est safe, de toute façon c'est vraiment nécessaire. Je pense que comme tu l'as dit, comment feraient les militaires, comment feraient ces personnes-là pour rester je pense pas qu'ils aient une ration de glucides pour l'avoir vécu toutes les heures, hein, tu fais comme tu peux et je pense que ton corps est suffisamment bien fait pour pouvoir mettre la flexibilité. Mais en fait on s'est rendu rigide métaboliquement parlant par nos modèles alimentaires, clairement. Et moi, j'aime beaucoup aussi le domaine de l'activité physique, en tout cas de la performance, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc, je me sens pas à l'aise d'en parler. Moi, quand je parle de santé musculaire, j'en parle vraiment au service de la santé métabolique chez un sujet lambda qui est pas là pour performer. Mais néanmoins, dans ce domaine de la performance physique, si j'ai un auteur de référence, c'est Timothy Knox. Pour moi, Tim Knox, c'est lui qui a permis justement de revisiter tout le paradigme autour de ses apports en glucides dans le sport d'endurance. Et honnêtement, je serais tellement ravie de l'avoir. Peut-être ça sera, on verra, mais je serais ravie qu'il puisse venir parler en France et voilà, proposer des approches un petit peu différentes sur la performance dans le sport d'endurance. Ouais, et tu nous as parlé de pas mal d'auteurs américains et de professeurs. Justement, je pense que tu vas organiser bientôt un événement, donc en 2027. Est-ce que tu peux nous en parler autour de cette alors je vais déjà vous parler de la genèse du projet en lui-même, parce que l'événement, ce n'est qu'un des 3 axes de notre projet. Donc, notre nouvelle structure s'appelle la French Metabolic Initiative. Donc, notre objectif, c'est de révolutionner justement l'approche des troubles métaboliques en francophonie. Donc, France, Belgique, Suisse, Dom-Tom. Et d'amener la connaissance des États-Unis, UK, en France. Et donc, notre objectif, c'est de former les professionnels de santé à cette approche, à la compréhension de la biochimie métabolique et nutritionnelle pour pouvoir proposer des prises en charge efficaces sur le long terme, parce que l'épidémie à laquelle on fait face aujourd'hui, on voit bien que les recommandations officielles ne sont pas adaptées. Il faut arrêter de dire que le patient manque de motivation. À un moment, il faut aussi remettre en question les recommandations. Voilà, manger moins, bouger plus. À un moment, on se rend quand même bien compte que ça a ses limites. Et donc, on a construit cette structure, notre plateforme, autour de 3 axes. Donc, effectivement, on a le Summit, le French Metabolic Summit. Donc, chaque année, on va avoir une édition qui va être à Paris. C'est toujours dernier week-end du mois de mars. Et on s'est donné comme mission, comme challenge, parce que c'est un vrai challenge, de faire venir au moins 2 speakers internationaux avec PhD pour parler de sujets autour de la santé métabolique. Mais on va pas parler que de surpoids et d'obésité. On m'a posé cette question, mais moi c'est pas vraiment. Mais en fait, on va parler des pathologies chroniques via l'approche métabolique. C'est ça qui est extrêmement novateur, je pense, pour la France. Et donc, cette première édition à laquelle tu vas participer, d'ailleurs, tu vas nous faire un topo sur l'importance de l'activité physique. On fait venir donc plusieurs speakers américains et donc des cliniciens
français, francophone. Et on va aborder plusieurs thèmes. On va aborder la neurologie, la psychiatrie métabolique. Donc, on va aborder l'Alzheimer, la dépression. On va aborder la nutrition pendant la grossesse et l'allaitement, notamment en cas de diabète gestationnel. On va parler des biomarqueurs en santé fonctionnelle. On va parler de santé mitochondriale, puisque le parrain de cette première édition, c'est le professeur Vincent Castronovo. Donc, il fera le lien entre santé mitochondriale et santé métabolique. On va avoir donc des thèmes, des talks très scientifiques, parce qu'on se base sur la science, sur les études. On a la chance d'avoir des chercheurs qui ont des labos dans lesquels ils font aujourd'hui encore beaucoup d'études sur l'impact de tel ou tel modèle alimentaire. Et puis, on aura des talks plus pratico-pratiques, comme le tien sur l'activité physique, comme celui d'Émilie Hébert sur vraiment le contenu des placards, comment cuisiner. Donc, ça va être une très belle première édition, 26, 27 et 28 mars 2027. Et puis, donc, on aura chaque année de nouveaux speakers avec, encore une fois, cette mission d'amener, de faire bénéficier aux thérapeutes français de l'expertise et de l'expérience de PhD américains et anglais. Donc, on a 3 belles têtes d'affiche pour cette première édition. Je pense que ça va être génial. Donc, c'est notre premier pilier. Et ensuite, on a 2 autres piliers. On a une académie. Donc, pour revenir à ce dont on parlait au tout début, donc c'est vrai qu'actuellement, les formations privées du CCM3P, c'est du 100% e-learning. Et bon, on a de très bons retours. On a formé plusieurs centaines de pros de santé à l'heure actuelle. Mais on a aussi quand même ce retour, on aimerait bien pouvoir poser plus de questions, être plus en relation avec toi, pouvoir avoir des sessions en direct. Et donc, on a décidé de créer la French Metabolic Academy, qui va être un format hybride de formation. Donc, avec le squelette sera en e-learning classique, mais on aura vraiment du webinar en direct une fois par mois, avec des sessions de questions-réponses, avec des ateliers de pairs, où je vais pouvoir vraiment être là du début à la fin. C'est un parcours long. Enfin, long, tout est relatif. C'est-à-dire qu'actuellement, nos formations, c'est 1, 2, 3 journées maximum. Là, on est sur 6 mois de formation, avec une première promotion qui va commencer en septembre. On va limiter pour pouvoir vraiment donner une belle expérience. Et encore une fois, le fait que je puisse être disponible aussi pour chacun de nos membres. Donc, c'est notre académie. Donc, on aura une première promotion en septembre 2026, et puis sans doute par la suite une deuxième promotion en avril, sans doute en avril 2027. Et notre 3e axe sur notre French Metabolic Initiative, c'est quelque chose dont moi j'ai rêvé en tant que thérapeute pendant longtemps. Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'exerce. C'est d'avoir au même endroit tout un espace dédié à la réalisation des protocoles de prise en charge, de l'interrogatoire clinique, au choix des bilans fonctionnels, au choix des compléments alimentaires, au choix des règles hygiéno-diététiques, au choix du modèle alimentaire. Tout sera vraiment regroupé sur une même plateforme. Donc, c'est une clinique virtuelle qui a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de mettre en relation les patients avec des thérapeutes qui sont labellisés French Metabolic Academy. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai énormément de demandes d'accompagnement, mais bon, tu peux pas supporter. Je reste un être humain. Donc, voilà. Et le but, c'est de libérer plus de temps pour former. Donc, c'est aussi de pouvoir dire, OK, je peux vous adresser à des thérapeutes que j'ai formés moi-même et qui respectent mes protocoles. L'idée, c'est un peu de créer des clones, de recréer mes protocoles et de les mettre à disposition au sein de la French Metabolic Academy. Et ensuite, parce que je pense qu'il y a pas mal de thérapeutes qui nous regardent, je pense que la volonté de se former, elle ne manque pas chez les thérapeutes aujourd'hui. Par contre, c'est l'après qui est peut-être un petit peu compliqué, de se dire, OK, je me suis formée, j'ai dépensé peut-être plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans ma formation, mais aujourd'hui, en fait, je manque de patients, je manque de clients, de consultants. Et l'idée de notre clinique virtuelle, c'est vraiment de pouvoir mettre en relation des patients qui auraient souhaité me consulter, de les adresser de manière très sécure à des thérapeutes, à des cliniciens qu'on a formés, qui ont validé leur diplôme, leur certification plus exactement, de la French Metabolic Academy. Et donc, de vraiment pouvoir apporter aux thérapeutes certifiés les patients, mais aussi un environnement où on va avoir des réunions de pairs pour parler des cas cliniques. Donc, de jamais se sentir seul, isolé dans son cabinet, parce que c'est aussi des retours qu'on a des thérapeutes. Oui, puis c'est important parce qu'il y a la formation, il y a la théorie, mais il y a aussi forcément la réalité, et que la réalité, la théorie s'adapte en fonction de tel ou tel patient, des retours d'expérience qui sont hyper intéressants aussi. Et justement, tu parles de choses hyper intéressantes parce que tu as parlé de ce côté métabolique lors de cet événement avec des interventions sur tout ce qui était neuro, tout ce qui était... Ouais. Et en fait, justement, c'est la question que je voulais te poser. Tu as parlé de patients
forcément, il y a des patients qui sont en demande de cette prise en charge. Tous ces personnes doivent se référer à quels symptômes, quelles problématiques pour pouvoir se dire « Ah, là, il y a un truc qui coince sur ma santé métabolique. » Tu as parlé de neuro, tu as parlé de plein de choses. Si tu devais donner 5 ou 6 points sur lesquels il faut se dire « Oh, il y a un truc qui se passe », ce serait quoi? Alors moi, je dirais numéro 1, enfin je pense qu'il y en a plus que 5, mais numéro 1, c'est la manière dont je me sens après un repas. Si après mon repas, et notamment on le voit sur le premier repas de la journée, que je déteste appeler petit déjeuner, que j'appelle breakfast, donc le repas qui va me permettre de rompre mon jeûne, si après ce repas, dans les 2 heures qui suivent, alors on peut regarder les enfants hyper agités à l'école, une personne qui va travailler dans un bureau qui commence à bâiller, à somnoler, à avoir besoin d'aller prendre un café, d'aller prendre une petite barre ou je sais pas quoi, ça c'est déjà un mauvais signe. De rigidité métabolique et de problématiques de régulation de la glycémie. Et on va le retrouver aussi sur le midi, les personnes qui vont manger et qui vont avoir besoin d'aller faire systématiquement 20 minutes de sieste. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas fonctionner de manière optimale. Fonctionner de manière optimale, c'est avoir des repas qui nous permettent d'avoir un niveau d'énergie physique et psychique stable tout au long de la journée et qui ne nécessitent pas d'avoir des prises alimentaires ou des coups de boissons énergétiques, de café. Pour moi, c'est le premier symptôme qu'il faut regarder. C'est vraiment la stabilité de mon énergie physique et psychique après mes repas, que ce soit dans la matinée, après mon premier repas de la journée ou après le déjeuner. Voilà, c'est le critère numéro 1. Et le critère numéro 2, je dirais quand même le tour de taille. C'est quand même une notion qui est importante. C'est facile à évaluer. Un petit mètre ruban et je vois à combien de centimètres je suis. 80 pour la femme, 94 pour l'homme. On y arrive vite quand même. On y arrive très vite. Est-ce qu'il y a des signes cliniques apparents? Alors, pour les troubles métaboliques, on a 2 signes cliniques, mais là, on s'avance vraiment vers un syndrome métabolique et la notion de skin tag, tu sais, les petits acrocordons. Et puis, l'acanthosis nigricans, donc c'est ces marbrures qu'on peut avoir au niveau des zones de plis. C'est quand même... C'est plus avancé. Oui, c'est quand même déjà plus avancé. Par contre, ces notions de somnolence après les repas, c'est vraiment le brouillard mental, ça, c'est quand même très fréquent. Quand on fait les interrogatoires cliniques, c'est 8 fois sur 10. On dit, c'est vrai qu'après le déjeuner, je me sens un peu... j'ai besoin d'aller me poser. Bon, c'est qu'il y a un problème. Qu'il y a une mauvaise gestion du carburant qui a été apporté dans l'assiette. Ok. Et une question que je voulais te poser aussi, pour moi, qui est très importante, avant de passer aux fameuses 5 questions dont je vais te parler après, c'est la question qui fâche, peut-être, ou qui pose problème, c'est t'es pour ou contre les analogues GLP-1? C'est un thème qu'on va aborder longuement sur les prochains mois. Ça, c'est devenu un peu... Est-ce que je suis pour ou contre? Je ne suis ni pour ni contre. Je suis pour la compréhension de cette classe pharmacologique et en fonction des mécanismes d'action, déterminer, OK, de toute façon, quand un patient veut être sous analogue GLP-1, il va le prendre. On n'est pas là pour lui dire si c'est bien ou pas bien. Par contre, on est là pour lui donner des recommandations pour éviter les effets indésirables des analogues GLP-1. Donc, quand on comprend comment est-ce que les analogues GLP-1 fonctionnent, on est capable de mettre en place des stratégies pour, encore une fois, limiter les effets indésirables. Le numéro 1, on est d'accord, qui est très contre-productif quand on veut améliorer la santé métabolique de quelqu'un. C'est là qu'on se dit quand même, Big Pharma, ils ont pas inventé l'eau chaude, ils sont là pour mettre en place vraiment des stratégies pouce-bouton un peu, voilà. Mais l'effet indésirable numéro 1 des analogues GLP-1, c'est la perte de masse musculaire. Comment peut-on penser améliorer la santé métabolique d'un sujet sur le long terme si dans sa perte de poids, il y a 40% de lean mass? Alors que un des marqueurs les plus étudiés de la longévité et de la santé, c'est la masse musculaire. Exactement. Et la force musculaire. Exactement. C'est un truc qui est fou. Ouais. Mais voilà, parce qu'on est trop dans le médecine pouce-bouton. C'est terrible. Donc, ça veut dire que, OK, cette personne est sous analogue GLP-1, elle veut le garder pour une raison X ou Y. Donc, moi... ma posture, ça va pas être de lui dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça va être de lui dire, OK, vous êtes sous analogue GLP-1. Un des effets indésirables, c'est l'impact sur votre lean mass. Et quand on dit lean mass, en plus, c'est pas que la masse musculaire, c'est aussi la densité osseuse. Donc, on va mettre en place des stratégies pour limiter le plus possible cette perte de... Et éduquer le patient à cette problématique-là, justement, pour qu'il comprenne que c'est pas sans effet secondaire ni sans risque. Exactement. Donc, je suis ni pour ni contre. Peut-être d'utiliser de la manière la plus juste possible, éventuellement la dose minimale efficace, faire des fenêtres thérapeutiques et puis toujours revenir à, en fait, pourquoi ça marche les analogues GLP-1. C'est parce que ça marche. On est d'accord que les pertes de poids sont impressionnantes. Pas chez tout le monde. J'ai vu dernièrement sortir un article comme quoi on a un polymorphie génétique sur les récepteurs des analogues du GLP-1.
Et qu'en fonction des polymorphies génétiques, on aurait du coup des récepteurs beaucoup moins fonctionnels et que chez ces sujets-là, la prise de GLP-1, d'analogue GLP-1, n'entraîne pas des pertes de poids aussi importantes et on a plus d'effets indésirables. Donc, il y a cette notion de polymorphie génétique. Je crois qu'il y a au moins 2 polymorphies génétiques qui ont été identifiées sur les récepteurs. Ça dépend du pourcentage de la population atteinte par ce polymorphisme, mais je pense pas qu'on puisse l'identifier dans les analyses classiques. Ou... Il y a une étude, c'est l'étude JWA, je crois. Il faudrait que je retrouve l'étude, mais bon, c'était intéressant de voir ça, cette histoire de polymorphie génétique. Encore une fois, personnalisation. Est-ce qu'on va évaluer polymorphie génétique chez tous les patients à qui on donne les analogues GLP-1 ? Non. Bien sûr que non, ne le fait pas. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de te dire pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent, les analogues GLP-1, parce qu'ils agissent à plusieurs niveaux. On a des récepteurs au GLP-1 partout. Donc, ils ont une action, notamment l'action la plus validée aujourd'hui, c'est le ralentissement de la vidange gastrique. Donc, le fait de ralentir cette vidange gastrique va entraîner une notion de satiété précoce et une satiété plus longue. Donc, ça veut dire qu'on va limiter la prise alimentaire parce qu'on va avoir cette satiété. Et donc, forcément, si j'ai une satiété plus importante, je réduis mes apports alimentaires et donc j'ai une perte de poids. Numéro 2, ça va jouer directement au niveau central. De la même manière, ça va augmenter les signaux de satiété. Donc, pas par ce mécanisme au niveau de l'estomac, mais vraiment directement au niveau central. Donc là, encore une fois, c'est se dire, OK, ils fonctionnent parce qu'ils agissent de manière très artificielle, pharmacologique, sur la satiété, par des mécanismes différents au niveau de l'estomac et du cerveau. Mais nous, est-ce qu'on n'est pas capable d'optimiser les signaux de faim et de satiété de manière naturelle ? Bien sûr qu'on est capable de le faire, mais ça demande du travail, ça demande un investissement. Et malheureusement, on a souvent des patients qui veulent la solution miracle, qui veulent pas faire d'efforts, qui se disent je préfère me faire une injection hebdomadaire, je m'en fiche si j'ai des nausées toute la journée, au moins je vais perdre du poids. Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'à 1 an, il y a 50% des personnes qui arrêtent, à 2 ans, il y a 70% des personnes qui arrêtent. Et que l'effet des analogues GLP-1, il n'est dû qu'à la dose. C'est-à-dire qu'au moment où je vais arrêter de prendre l'analogue GLP-1, tout de suite, je repars sur ce qui m'a entraîné mon surpoids et mon obésité. Et la problématique, c'est que je repars peut-être avec 20 kilos en moins. Mais combien de masse musculaire en moins ? Qu'est-ce qui va revenir en premier ? La masse musculaire ou la masse grasse ? Et j'ai développé plus d'adipocytes. Donc, j'ai la capacité à stocker encore plus de gras. Ouais, c'est vraiment pas une bonne solution sur le long terme. Sur le terrain. Donc, il faudrait l'utiliser, et je trouve très intéressant ce que dit Benjamin Bikman là-dessus, de manière intelligente, et se dire, un des intérêts des analogues GLP-1, c'est de complètement éteindre ce qu'on appelle le food noise, le sweet craving, donc ces compulsions alimentaires sucrées irrépressibles qui fait que, voilà, on a des sujets en surpoids obésité qui ne peuvent pas, qui font du binge, quoi, toute la journée, et que trouver la plus petite dose d'analogue GLP-1 qui permet d'éteindre ce bruit et ces compulsions sucrées pour permettre de rééduquer dans un environnement plus serein le patient à bien construire son assiette, à prioriser les protéines. Ça, c'est intelligent. Ouais, donc c'est une manière de voir un outil thérapeutique. Exactement. Qui peut être intéressant, mais à des dosages beaucoup plus mécanistiques plutôt qu'agressifs. Voilà, pas pharmacologique, beaucoup plus faible, juste pour atteindre, pour aider. Parce que c'est sûr que si j'ai plus ce food noise dans la tête, ça sera beaucoup plus facile de mettre en place, prioriser les protéines, mettre plus de protéines dans mon assiette, réduire un petit peu les glucides, avoir une alimentation, plus sereine, et peut-être au bout de 3-6 mois, se dire OK, on arrête et on voit un petit peu. Mais ça demande vraiment une prise en charge à 360 degrés, qui s'intéresse au comportement, au rapport à l'alimentation. Enfin, c'est tellement compliqué, les problématiques de surpoids et d'obésité. Il faut pas réduire ça à « je mange trop ». Mais pourquoi je mange trop ? La question, elle est là, c'est pourquoi est-ce que je mange plus que ce dont j'ai besoin ? Et cette notion de faim, elle est hyper importante, parce que c'est quoi la faim ? Il y a plein de types de faim. D'auteur Jason, elle dit il y a 7 types de faim. Et le dernier livre de Jason Fung que j'ai beaucoup aimé, il parle de 3 types de faim. Mais c'est tellement plus intelligent que de se dire, mais en médecine fonctionnelle, on est là pour prendre en charge la cause la plus profonde qui explique le symptôme. OK ? Donc, un patient qui est en surpoids obésité, le symptôme, c'est qu'il mange trop. Mais ça reste un symptôme. Donc, si je lui dis, mange moins, je prends en charge le symptôme, la conséquence. Nous, notre but, et c'est vraiment ça qu'on va apprendre dans la French Metabolic Academy, c'est comprendre pourquoi il mange trop. Pourquoi ces signaux de faim sont perturbés ? Pourquoi il ne ressent pas la satiété ? Est-ce que c'est des problématiques émotionnelles ? À ce moment-là, on va utiliser des outils dits de psychologie de la nutrition. Est-ce que c'est purement métabolique ? Il y a plein de signaux
qui font qu'on va avoir une sensation de faim et des signaux de satiété qui vont être perturbés. La leptine, la gréline, l'insuline en elle-même. L'insuline en elle-même, sans variation de glycémie, entraîne la faim. Donc, c'est ça qui est intéressant de se dire, OK, j'observe un comportement. La personne mange trop alors qu'elle a des réserves. Pourquoi elle mange trop? Et si on sait répondre à cette question, on saura résoudre de manière durable le trouble métabolique. Au lieu de dire, mange moins, bouge plus. Oui, ben là, c'est ce que tu nous dis, c'est clairement l'intérêt de la santé fonctionnelle, de la médecine fonctionnelle intégrative, c'est de comprendre le mécanisme pour pouvoir jouer sur l'origine de ce trouble et non pas colmater le masquer. Oui, le masquer, quoi. Voilà, et c'est pour ça que ça marche pas, la théorie psycho. En vrai, tout le monde dit, oui, mais c'est la première loi de la thermodynamie, c'est irréfutable. Non, mais je suis d'accord qu'il faut créer un déficit calorique pour perdre du poids. Mais il y a une grande différence entre imposer un déficit calorique et l'induire naturellement en optimisant. On avait le même mot. Mais c'est tellement essentiel, c'est tellement important de se dire, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a fait autant d'études et qu'on arrive encore à adhérer à cette théorie psycho? Le déficit de la balance énergétique, les régimes hypocaloriques, pour moi, ça n'a qu'un seul intérêt dans un seul domaine. L'esthétisme et le sport. C'est tout. C'est-à-dire, quand on va vouloir travailler son apparence physique, quand on va être dans un sport où on va faire, je sais pas moi, les compétitions de bikini body ou j'en sais rien, on va être athlète. Là, oui, effectivement, à un moment, on va devoir faire intervenir le calcul des calories. Le calcul des calories. Parce qu'on va vouloir atteindre un certain pourcentage de body fat, mais ça reste une population hyper restreinte. Oui, puis objectivement, si les gens ont compris le fond de notre conversation aujourd'hui, ils sauront que cette stratégie de déficit calorique, ça va une fois, mais dès lors que tu vas réintroduire ce type de stratégie, dès lors que tu seras dans un autre contexte, sera plus inflammatoire, dès lors que tchac, en fait, ce déficit calorique ne fonctionnera même plus pour la raison de la flexibilité métabolique, pour la raison de l'inflammation. Donc, en fait, tout est une histoire aussi de comprendre quels sont mes blocages pour arriver au même résultat à la fin. Exactement. Et c'est là l'intérêt, justement, de pouvoir se déprojeter de ce qu'est la perte de masse grasse, par exemple, c'est que selon la cause de ma prise de masse grasse, je vais devoir travailler de manière différente, c'est multifactoriel. Même pour une raison esthétique, sportive, etc. C'est vraiment hyper important de se le dire. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il faut qu'on arrive aux 5 questions. Il veut me piéger, il veut me piéger avec ces questions. Non, là, on va arriver. Je suis stressée. Alors, tu vois, moi, il y a un truc, tu vois, ici, habitude, on dit, voilà, si tu devais vivre sur une île déserte, mais moi, je vis déjà sur une île. Le problème, c'est qu'elle vit déjà sur une île paradisiaque. Elle n'est pas déserte, mais elle est paradisiaque. Elle est paradisiaque, donc je n'ai pas envie de dire ça, mais bon, si, je vais quand même le dire. Donc, Anne, on arrive à la fin de cette interview que j'ai trouvée hyper agréable et hyper dynamique. Voilà, c'était un plaisir pour moi de t'avoir accueilli plaisir partagé aujourd'hui. Mais voilà, la question que je vais te poser, c'est si tu devais vivre sur une île déserte et que tu devais prendre en charge tes patients en santé métabolique, quel est l'élément que tu choisirais en priorité? Et ça, il y a 5 questions que je vais te poser. En 1, quel médicament choisirais-tu? Un médicament? Un médicament. On n'a pas besoin de médicaments pour améliorer la santé métabolique des patients. Aucun médicament n'est nécessaire. C'est ta réponse. C'est très bien. Le deuxième, un complément alimentaire, un principe actif. Le magnésium. Très bonne réponse pour moi, j'adore. En 3, une machine. Une quoi? Une machine, un outil thérapeutique, autre chose qu'un principe actif, quelque chose que tu pourrais utiliser. Sur une île déserte, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'une machine? Moi, je pense que je leur ferais faire pas mal d'activités au poids du corps. Ils n'auraient pas besoin de machine. Moi, j'aurais dit un bench, mais ou un rack squat. Au poids du corps, je suis sûre qu'ils seraient capables de faire. C'est clair. En 4, une analyse que tu choisirais en premier pour pouvoir, on va dire, évaluer la santé métabolique de ton patient. Alors, je peux dire 2. Je vais dire insulinémie à jeun, mais je pense quand même que le rapport triglycérides sur HDL, c'est vraiment un excellent marqueur. Moi, je crois que tu allais dire peptide C, moi. Non, le peptide C, honnêtement, c'est un dosage qu'on va utiliser, mais le peptide C va nous permettre d'évaluer la capacité endogène à produire l'insuline. C'est beaucoup trop tardif. Ça va nous servir beaucoup, beaucoup plus tard. On va mettre en avant un LADA, par exemple, un diabète auto-immun, mais qui est beaucoup plus tardif. Donc, non, pas le peptide C. Ça marche. 5, un conseil universel que tu donnerais aux patients. Et là, tu peux directement t'adresser à eux. OK. Eh bien, écoutez, n'ayez pas peur de manger des protéines et notamment des protéines animales.
À chaque repas. D'accord. Bah écoute, Anne, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci encore d'avoir fait toute cette route depuis l'île Maurice pour venir nous rejoindre ici dans le studio d'Ozone 2000. En tout cas, si vous avez apprécié l'interview et la rencontre avec le docteur Anne Lucas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si vous voulez qu'on reçoive d'autres invités, qu'on discute de tel ou tel sujet de santé fonctionnelle, n'hésitez pas aussi à nous donner vos idées. Et dès lors, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater des futures interviews. Et je vous souhaite une très très bonne journée. C'était Mtor pour Ozone 2000. Ciao.